Je sais pas où ils sont prises. Voilà, ils sont là. Ça prend très combien de réactif, temps très rapide, merci. C'est M. Blanquer qui a instruit le dossier. Très bien. Donc avec l'Adréal, On a fait les premières réunions en mairie en 2020. 2020 quand même, 2020. Juillet Ouais. 2020. Ouais. Et puis on a déposé notre dossier d'instruction début 2021. Oui. Voilà. D'accord. Après on a eu l'autorisation début 2022. On a commencé le chantier il y a un an. D'accord. Ouais, mais ça c'est quand même assez long, quoi. Parce C'est que- plus rapide qu'un nouveau parc. Oui, ça si change. on Nouveau parc, part il dans faut l'autre compter sens. 7 ans. Dans l'autre sens, ouais. Parc terrestre, il faut compter 7 ans. Maritime, c'est plus 10, voire plus, Oui. 10 ans. Ouais. Et renouvellement de parc, c'est C'est 4 ans alors entre le moment où 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Ouais, Difficile de faire plus court. plus court. En même temps, les anciennes éoliennes ont fonctionné jusqu'à ce que vous les mettiez À l'arrêt, comment dirais-je, à avant l'arrêt, le démontage. avant le démontage. Ouais. Donc il n'y a pas eu tellement de perte d'énergie entre guillemets. Non. Quoi. Il y a eu la carence, c'était sur quelques mois seulement. Oui, exactement. Musillac, c'était Ambon jusqu'au mois de juillet, Musillac jusqu'au mois de novembre. D'accord. On a pu, Et là vous allez remettre en service. Là, on prévoit donc de faire les essais ce mois-ci et de mettre en service, on espère, Ambon avant la fin du mois. Ouais. bien. Et Musillac quelques semaines plus tard. Ah ouais, c'est top. Avant la fin du mois de septembre. Ouais, d'accord. Voilà. Ce qui nous fera Donc, une c'est belle proche. inauguration en octobre. Pour Pour octobre, l'inauguration. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui c'est une visite de chantier. Voilà. Ok, ça marche. Ouais, non, c'est chouette parce que bon, en plus ces deux projets, je parle sous le contrôle des élus, n'ont pas été trop contestés. Le fait qu'on change, parce que parfois, à l'occasion du changement de machine, ça fait ressortir des combats anciens, les gens. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Je pense que l'acceptation ou l'acceptabilité, comme vous voulez, a été très bien retenue et on n'a aucun recours. Voilà. Ouais, d'accord, il n'y a pas eu. Donc, En fait, ce qu'on peut observer, c'est quand même qu'on a des difficultés, en tout cas il y a des contestations au moment où les dossiers sont déposés et instruits. ouais. Mais lorsque les parcs existent, on a peu de plaintes. Ouais. Faut mais quand même se dire, les gens en fait acceptent, il y a une forme d'acceptation de la situation et c'est intéressant. Ouais, et en même temps, j'imagine que l'évolution des technologies en termes de motorisation, le changement des pales, etc., fait qu'on on retire l'expérience du passé pour soit baisser le nombre de décibels, soit, il doit y avoir une sorte de valorisation. Les technologies non ont vraiment beaucoup progressé en 15 ans. Ouais. C'est qu'on arrive à gagner du productible et à avoir des nuisances, entre guillemets, qui sont largement réduites, tant sur le bruit que sur les impacts biodiversité, etc., par rapport au parc, même au précédent parc, parce qu'il y a 15 ans, on était dans les premiers parcs à Il l'époque. faut souligner aussi la bonne communication dans l'entreprise. Oui. Parce que la communication, c'est important d'expliquer Bien aux sûr. gens avant qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous recouvrez sous communication? Ça a été quoi? C'est des réunions en mairie ou ça a été des flyers? Des flyers. Des flyers, ça a été quoi? Déjà, c'est vrai qu'on s'y était pris assez tôt pour travailler en amont avec les maires pour leur expliquer ce qu'on voulait faire. Je pense qu'on a fait au moins 2-3 réunions en mairie, intervention en conseil municipal ou en bureau municipaux. Ça, c'était toute la partie 2020. Quand le projet a été beaucoup plus maturé et qu'on avait la vision exacte de ce qu'on voulait faire, on est retourné en mairie. Et derrière, on a fait 2 panneaux d'affichage sur chacun des parcs, bien en amont. Ça va faire un an et demi facilement qui sont affichés les panneaux là. Voilà. Ouais. Et puis flyer dans toutes les boîtes aux lettres du secteur et à disposition en mairie. Et à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas d'enquête publique parce qu'on était en repowering non substantiel. Mais par contre, il y a eu tous les affichages et on avait fait 2 conférences de presse. Oui, tout à fait. Et puis dossier d'information à la population avec tous les arrêtés, etc. à disposition, en plus des flyers. D'accord. Donc, Non, mais c'est important d'avoir un bon protocole et une bonne communication parce que d'abord on a beaucoup de parcs qui ont été faits avant 2011. Changement de réglementation qui arrive au moment où il faut les upgrader ou en tout cas les modifier. Et ça c'est plutôt bien de pouvoir se caler sur des protocoles, des communications en sachant où on va. Après, bon,
on peut avoir ici des abcès de fixation, mais enfin c'est quand même plus rare sur les parcs qui ont déjà une histoire. Exactement. Là où c'est plus compliqué, c'est sur les nouveaux C'est parcs. pas du tout la même démarche. Hein. Ouais. On n'est pas sur les mêmes. Malgré tout, on reste sur du face à face parce qu'on a des questionnements des riverains et puis est-ce que ça va faire plus de bruit parce qu'ils sont plus hautes de 15%, c'est ça, mais ils vont produire aussi plus 30%. Donc il y a aussi la conjoncture, le coût de l'énergie. On est tombé aussi dans des phases de crise. Et puis, il y a aussi sur le territoire Action-Bretagne l'élaboration du schéma de directeur des ENR, ce qui a fait que tout ça a fait que en revanche, sur l'utilisation de l'énergie que vous produisez, on n'arrive pas à la relier économiquement au territoire. Au consommateur des Non, territoires. alors c'est vrai qu'après, c'est deux C'est choses un peu le décorées qu'il faut sujet, mais expliquer. dans l'esprit des gens. Dans l'esprit des gens, ils disaient on a les éoliennes à côté, c'est quand même, on peut considérer qu'il y a une forme de nuisance, mais par exemple, je vais payer mon électricité, comme elle ne fait pas beaucoup de chemin, et encore dans l'esprit, en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Sur la péréquation territoriale. Ça marche pas du tout comme ça, mais il pourrait dire, bon, il y a un peu, vous voyez ce que je veux dire, ça compenserait, mais malheureusement, cet argument-là, on ne l'a pas à disposition. Cet argument-là, on ne l'a pas à disposition parce qu'on n'est pas capable. Malgré tout, l'explication sur le sujet est toujours assez. Malgré tout, on produit local. Oui, et donc, bien sûr, c'est un argument que nous met en avant aussi l'État. Mais il y a le fait de produire local n'induit pas de modification sur la facture locale du consommateur local. Par contre, ça sécurise le système. C'est pas lié. Pas directement, mais il y a quand même les taxes locales, dont l'IFER. Oui, qui va vers les communes. Qui va vers les communes et les communes. Avec la communauté, pour la communauté de communes, avec une contribution, je crois. On va dire, allez, on va se mettre d'accord, on va dire vers le bloc communal. Tout à fait. Vous avez raison. Non, mais d'ailleurs, il y avait pas mal de vagues législatives pour redonner plus de dotation aux communes. Parce qu'en fait, c'est eux qui se prennent les nuisances. C'est le maire qui prend tout, qui porte les projets. Oui, bien sûr. Ok, allez, on va voir votre petit exposé, tout le monde est là. C'est par là. Allez, on vous... En Bretagne, plus il y a des parcs qui sont mis en place en Bretagne, plus ça sécurise le système, parce que la seule centrale aujourd'hui qui fait la France, c'est Cordemais. Alors, on peut pas mettre un micro là. Vous voyez bien? Oui, on voit bien là. Ça va. Ça, on voit bien. Alors, je laisse après. Donc, juste un petit mot, présentation générale. Donc, c'est notre filiale Aérodis qui gère les travaux. Donc, nous, on est Gazelle Énergie. On a changé d'actionnaire en 2020. Notre actionnaire, c'est Daniel Kretinsky, qui est plus connu que le groupe EPH. C'est juillet 2019. Voilà, juillet 2019, très exactement. Avec une stratégie, historiquement, on était une Hyper France, avec une stratégie d'investissement massive dans le pays. Ce qui se voit dans les médias, chez Casino, etc. Mais ce qui est aussi le cas dans l'énergie, parce qu'on a plusieurs milliards d'euros de développement en France. Et le premier projet qui a été opéré par le groupe depuis le changement d'actionnaire, c'est ce projet de REPowerEU. Quelques chiffres, on parlait tout à l'heure des recettes fiscales. Pour les deux parcs par an, c'est quand même 320 000 euros. C'est en hausse de 23% par rapport à l'ancien parc, lié à l'augmentation du productible avec les nouvelles éoliennes. Ça, si on fait un calcul à la louche, ça permet de couvrir les besoins en consommation de 31 000 habitants. Quand vous dites besoin, c'est l'électricité qu'on veut tous les jours, plus le chauffage ou que l'électricité. Que l'électricité. C'est-à-dire que les besoins électriques d'un foyer, il y a des ratios qui sont connus et quand on prend ce que ça produit par rapport à... C'est que l'électricité, c'est pas l'électricité qui sert au chauffage. Et uniquement, alors si l'électricité, elle est dedans, mais toute consommation électrique. Par contre, ce qu'on exclut là, pour donner un peu la vision, c'est vraiment le consommateur, le foyer, et c'est pas les entreprises, c'est pas les grandes entreprises. Voilà, c'est juste pour avoir une idée en tête de ce que ça permet de couvrir comme besoin. Ça représente un peu plus que le nombre d'habitants de la communauté de communes Arcs-en-Bretagne, qui s'élève à 28 000 habitants. D'accord.
Donc, juste une remarque, les nouvelles machines, ce sont des Vestas V100. Ouais. Donc, monsieur le préfet, vous allez monter dans l'éolienne qui est la plus répandue sur le territoire français. D'accord. Voilà. Cette Ok. éolienne V100, Et qui est la rassurez-moi, plus qui est comme toutes les autres fabriquées en Chine. Alors, je vais laisser Vestas répondre sur ce point. Pas tout à fait. Les éoliennes, elles sont fabriquées un peu partout, en particulier les éoliennes de ce projet. Les nacelles ont été produites en Chine. D'accord. Les sections tubulaires, les mâts de la machine, les produits en Espagne. D'accord. Et les pales ont été produites en Italie. D'accord, ok. Donc il y a quand même une production européenne. Oui, Le poste de livraison, le poste de livraison du parc éolien est produit à Télescope, D'accord. juste à côté de Vannes. Donc, il est C'est quand vous 100% dites breton. ça c'est quoi? C'est On a l'assemblage, aussi les câbles. les câbles. Le poste de livraison, c'est C'est- l'interface entre le parc éolien et le poste source Enedis. C'est la frontière, en fait, c'est le Ah point oui. d'injection D'accord. de l'électricité sur le réseau D'accord, électrique. c'est le transformateur, quoi. Ouais. Enfin, l'équivalent. C'est les Ouais, cellules. les interfaces. Les cellules électriques. Mais c'est d'accord. Mais oui, l'assemblage, j'allais dire, il se fait sur place ici. Il n'y a pas l'éolienne, elle arrive pas, enfin, elle arrive à peine détachée, si vous voulez dire, Ouais. et après vous la remontez sur place. Ouais. Il n'y a pas un assembleur, quoi, enfin comme on a des pièces qui viennent. Si on prend comme un avion Airbus, il y a des pièces qui viennent de partout, et puis c'est soit à Toulouse, soit ailleurs. Pour mettre toutes ces pièces, il y a des usines. Là, pour le coup, il n'y a pas d'usine, c'est-à-dire on a des pièces qui viennent de plusieurs pays et on les assemble directement sur le lieu. C'est un peu l'usine. Ouais, l'usine, elle est sur place. Ouais. On est d'accord. Ah, ok. on enchaîne avec les vidéos. D'accord. D'accord. Ok, donc donc une partie quand même qui est fabriquée du matériel qui est fabriqué en Europe, c'est quand même pas mal. Et sur la répartition de la valeur, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'entre vous, la société Aérodis, la filiale ou la maison mère qui passe la commande. Ah, ça c'est pareil. Au sein du groupe, en fait, tout est géré par notre, tout l'argent reste Ouais. en France parce Ouais. que on a des gros besoins de réinvestissement. Enfin, comme je veux dire, on a près de 2 milliards d'euros de projets de développement en France. Ouais. Là. Donc notre sujet, c'est on garde, il y a très peu de dividendes qui ont été versés. Au Gazelle, il faut avoir en tête, l'année dernière, on fait 3 milliards de chiffre d'affaires, on fait 350 millions de EBITDA et on est 400 collaborateurs. Donc, Ouais, c'est pas mal, hein. Voilà. C'est pas mal. Donc effectivement, en termes de résultats, Là, les 35 millions d'euros, parce que c'est 35 millions d'euros à peu près les deux projets, en fait, en investissement, c'est que de l'argent de la société France qui a investi. qui investit, d'accord. Peut-être pour revenir sur le Made in France, on a toute la partie terrassement génie civil, Ouais. bien sûr, qui C'est est difficile. En tout cas, Ah, si non. vous C'est local, non, mais si c'est vous local. l'externalisez beaucoup, ça peut se voir, quoi. Et le VAGE également, quoi. Alors, le vache, Européen, quoi. on a eu. Ah, ouais, alors, c'est- côté démantèlement, c'était Adegba, société française. Mhm. Côté montage, c'est Dufour, société belge. Société belge, mais qui a quand même des établissements en France. D'accord. Ok, non, c'est intéressant de voir un petit peu la cartographie quoi, de toutes les entreprises qui convergent pour arriver à faire ça. Quoi. Après, il y a aussi une logique, quand tout à l'heure on parlait d'acceptabilité dans le territoire et des manières dont on développe, forcément quand notre entreprise, à la base on est quand même en industriel, donc on est assis sur un groupe où il y a des centrales nucléaires, il y a des centrales gaz, des centrales charbon, des centrales biomasse, on est aussi propriétaire du réseau de gaz qui acheminait le gaz de Russie en Ukraine et qui maintenant alimente l'Ukraine en gaz. Et c'est vrai que quand on est assis sur un groupe comme ça, on est moins dans la logique de développeur. On a pu avoir à un moment un épisode avec des développeurs qui venaient faire du démarchage dans le territoire et qui ne se comportaient pas très très bien avec les propriétaires. Forcément, nous, quand on est dans cette logique-là, on travaille sur le long terme avec les communes, avec les propriétaires, etc. Donc la logique de démarchage qui est de développer un projet, de le revendre, comme beaucoup font dans l'éolien et dans le solaire, les méthodes et les pratiques ne sont pas les mêmes et du coup c'est vrai que ça... Alors d'un côté quand ils font ce genre de choses, ça ne les aide pas à améliorer l'image des éoliennes, qui est quand même un vrai sujet en France. Et quand on travaille différemment, c'est le cas tout simplement pour les grands énergéticiens et qui sont moins dans la logique de développement. Bien sûr. Ok, d'accord. Donc 25 000 tonnes de CO2 évitées par an, donc ce qui est quand même important, 98% de recyclage de nos éoliennes, et puis 26 MW de capacité de production pour les deux parcs.
Oui, je parle. La moyenne du secteur, c'est 93. Pour le recyclage, on est un peu au-dessus. Si vous permettez, la réutilisation de... Question sur cet aspect. Dans le côté négatif des éoliennes, on voit souvent ces photos de pales aux États-Unis. Comment vous traitez tout ça? Alors justement, vous arrivez à 98% de recyclage. Qu'est-ce que vous faites des mâts? Qu'est-ce que vous faites des pales? Et qu'est-ce qui finalement, les 2%, qu'est-ce que c'est qui ne sont pas recyclés? Mais il y a la slide après. Alors c'est justement expliqué... D'accord, pardon. Eric, venez. Excusez-moi. Donc effectivement, on a cherché à réutiliser et à recycler le maximum de composants, notamment des nacelles, et y compris pour les pales. On a réussi à vendre 2 éoliennes entières sur le marché espagnol, donc qui ont été démontées et puis donc transportées et revendues en Espagne. Au total, Mais là, c'est de la c'est la réutilisation. Réutilisation, c'est-à-dire que les composants vendus sont réutilisés le plus souvent en pièces détachées pour d'autres parcs éoliens qui sont toujours en service, notamment de la même génération. Ouais. Et elles ne sont pas remontées. C'est-à-dire qu'ils sont vendus en pièces détachées. Ouais. Pour de la pièce détachée. Alors, il y en a quand même il y a une exception, c'est qu'il y a une machine Eco 80 qui a été revendue et qui va être reconditionnée en Eco 74. Donc, et il y a d'ailleurs un exemple, Carnevé, Rémi, peut-être que tu peux en parler, Alain, oui, de Vestas, d'une machine qui a été reconditionnée. Donc ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est des machines entièrement reconditionnées. On en avait 90. Oui, tout à fait. Pour ce projet-là, ils ne pouvaient pas... pour des raisons de gabarit, de taille, de plafond aérien, je crois. Oui, tout à fait. Et, donc ils ne pouvaient pas passer sur le modèle V100, donc ils ont reconditionné une machine V90, je ne sais pas si tu veux dire. 90, c'est la hauteur. C'est le diamètre du rotor. Ah, c'est le diamètre du rotor. Mais qui a bien sûr une c'est influence sur la hauteur totale. C'est une hauteur 90, je crois. Pardon? C'est une H90. Et non, une H60, c'est-à-dire 60 mètres de hauteur de hub par rapport au sol. Donc, ouais, et 90 mètres de diamètre du rotor, ce qui fait qu'on se sent vraiment très proche de la pale lorsqu'elle tourne. Et c'est justement par rapport à une condition de hauteur qu'il fallait respecter. On n'a pas beaucoup de temps, je réponds à votre question. Donc les pales, qu'est-ce qu'on fait? Soit on les réutilise en tant que pales, soit on les découpe et on les réutilise pour faire du mobilier. Alors ça peut être du mobilier de bureau en mairie, du mobilier urbain. Il y a également des artistes qui se proposent de faire des œuvres et d'exposer au musée de Bordeaux, je crois, une artiste danoise. Mais ça reste des volumes quand même très faibles. Et puis donc le plus gros des volumes aujourd'hui, c'est la filière combustible solide de récupération, cogénération, c'est-à-dire la revalorisation en énergie. Jusqu'à ce qu'on trouve, alors c'est déjà le cas sur des petits volumes, il y a déjà des pales 100% recyclables qui ont été produites par Siemens Gamesa notamment. Vestas aussi a fait d'énormes progrès et c'est ce que vise la filière, c'est d'avoir des pales 100% recyclables à l'horizon 2030-2035. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas et donc on arrive à des bilans en termes de recyclabilité qui sont de l'ordre de 90 à 99% en masse totale de l'éolienne, suivant la part en fait, de réutilisation des pales. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, sans trop rentrer dans les détails, mais pour ces machines-là, les Eco 80 qui ont été démontées, on avait des allongeurs de pales, qui sont des pièces en fonte, et qui représentent finalement le plus gros en masse de la pale. En elle-même, enfin si vous voulez, vous avez l'allongeur de pale, puis la pale qui est donc en balsa, c'est du bois, résine, époxy, fibre de verre. Et donc finalement, en masse, on arrive à largement remplir les critères de la réglementation ICPE, qui nous impose au moins 35% en masse du rotor qui doit être recyclé. On dépasse largement, on va être à plus de 70%, parce qu'on a le moyeu plus les allongeurs de pales, en fait, sur ce modèle-là, l'Eco 80, qui concentre une bonne partie de la masse. Mais c'est votre préoccupation c'est notre préoccupation. L'environnement, bien sûr, c'est notre préoccupation majeure.
Donc c'est des projets qui sont pensés pour le respect de l'environnement depuis le départ et jusqu'en phase de réalisation des travaux et en phase d'exploitation bien sûr. Et donc la filière a pour ambition d'atteindre le 100% zéro déchet d'ici 5 à 10 ans. Donc sur leur retour d'expérience, et puis je pense qu'on va diffuser le film parce que leur tourne. Donc merci à l'Adréal encore, M. Blanquer, pour sa disponibilité pour nous aider à construire ce projet et aussi en phase de travaux. Pour ces bons conseils, messieurs les maires, et vos services, les services communaux, vous nous avez beaucoup aidés et nous vous remercions vraiment. C'est grâce à vous que les projets se font. Et puis l'équipe projet, donc Guy Roland, Rémi, côté Gaz et Énergie, Syneria, les équipes d'Alain, de Vestas, qui ont été très réactives et qui ont permis de tenir les délais. Des points d'amélioration par rapport aux procédures Enedis qui sont relativement rigides et qui parfois peuvent engendrer quelques retards. Et quand on a des rendez-vous qui doivent être reprogrammés, en général on perd 3 semaines à 1 mois. C'est difficile de tenir des dates. Les délais pour les consuels, donc les consuels c'est les certificats de conformité des postes de livraison notamment, qui sont aussi très longs. Donc ça c'est essentiellement des contraintes administratives. La fameuse voie communale, donc je pense qu'on en reparlera, Michel. Et donc on a fait ce qu'on a pu, mais on va faire encore mieux. Et on a des projets de remise en état et d'amélioration de la voie communale. Et puis malgré dans un contexte pas facile, puisqu'on a une météo très défavorable, je vais dire Roland. C'est moi. On a en septembre et on a fait le projet quasiment pleuvait tout le temps. Donc au début on était obligé de beaucoup pomper en fait quand on a fait les nouvelles fondations. Beaucoup plus depuis septembre 2023. Encore dernièrement là cet été au mois de juillet. Et donc ça n'a pas facilité les choses, mais malgré tout, voilà. Et nous, à notre niveau, on peut prendre des arrêtés pour la météo. Alors, on a un petit film à vous montrer, c'est les images, vous allez voir, c'est très soigné. L'entreprise, et bien c'est les entreprises qui ont exécuté les travaux sur le chantier. Tout s'est passé, mais à notre écoute aussi, quand ça dégage la plaine sur Hollande. C'est combien quand vous êtes vraiment dans la phase de montage, c'est combien d'ouvriers en même temps sur le chantier? Normalement, quand on est en plein centre de la phase de montage, on doit être une vingtaine de monteurs, et plus l'équipe des grues, ça doit être environ une dizaine. Puis quelques autres services supplémentaires, ça peut atteindre 40 personnes. 40 personnes, c'est pareil quand même, c'est pareil. Ça fait du monde, Et ça fait du monde simultanément et pendant des durées quand même assez longues. Et les bonnes relations aussi, les services de l'État, bien évidemment, du département qui aménage les ronds-points parce que fait passer les convois, etc. Tout est... Ok, tout s'emboîte bien. Donc, Vestas, ça c'est les entreprises. Ce qui est à noter pour un projet éolien, parce qu'on critique très souvent l'énergie éolienne, mais finalement, parfois, ça se passe plutôt bien. Ouais, c'est pour ça qu'on est venu vous voir. Sécurisé, éviter de tomber et vous êtes toujours attaché au câble qui vous empêche de tomber en fait. D'accord. Allez-y. Hop, voilà, la virole. Non, c'est les pectoraux. Ah ouais, quand même. Hein. C'est mieux qu'à l'escalade. Ouais, c'est mieux qu'à l'escalade. On fait c'est du K2 là. Hein. Vous avez. Moi, je tiens à remercier l'entreprise. Je tiens à remercier les riverains. Et comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus qui, l'acceptabilité ou l'acceptation de tout le monde. On n'a pas eu de recours, on n'a pas eu de requête en mairie. On peut aussi remercier les services des routes parce que pour l'accès au chantier, nous c'est très simple parce que par rapport à Musiac, c'est au bord de la voie express. Et puis, je pense que c'est une belle opération. Et il y a eu une très très bonne communication. Je tiens à remercier Camille et son équipe. Et voilà, en général. Donc merci à tous. Très bien, monsieur le maire. Écoutez également,
se félicite des bonnes relations avec l'entreprise Gazelle Énergie, avec tous les opérateurs du site, y compris les institutions, le département aussi qui a joué le jeu pour l'accès, je le disais tout à l'heure, l'accès chantier au convoi. C'est toute une énergie avec les services d'ASB aussi, d'Arc Sud-Bretagne, la collectivité, la communauté de communes, pardon, puisque on gère aussi, on passait sur des VIC, des voies d'intérêt communautaire, pas simple avec gérer des ouvrages anciens, il faut en dehors de composer aussi avec les riverains, mais on est bien, les riverains sont satisfaits, les musiciers aussi, comme les Ambonnais, ont participé, je veux dire, au montage, à l'évolution des éoliennes, en démontage et remontage, c'est aussi à quelque part un spectacle à un moment. Et puis, c'est un marqueur tous les 15 ans, en tous les cas, et c'est de comprendre, puisque dans la période où l'énergie coûte cher, où on se pose beaucoup de questions, il y a aussi des outils, des propositions à la fois de l'État, des collectivités locales pour apporter des solutions, même si on ne mesure pas forcément l'énergie qui est produite ici, on la consomme bien évidemment dans le réseau. C'est très palpable tout ça, mais en tous les cas, il y a des signes chez nous, des chiffres qui parlent. La consommation pour les musiciers aujourd'hui en production locale, on est à 58%. Demain, avec les nouvelles machines, on sera désormais à 74% de production en énergie renouvelable pour la commune de Musillac. C'est ce qui est intéressant. En dehors d'un dispositif que l'on a aussi avec Morbihan Énergie, qui est partagé avec un tracker, enfin, tous les initiatives sont pas. Et puis la loi d'accélération aussi, vous en parlerez certainement, monsieur le préfet, on a fléché 6 sites qui peuvent accueillir demain du photovoltaïque. Très bien, mais merci messieurs les maires. Hein. Donc moi à mon tour, je suis très ravi parce que c'est une opération, ça vient d'être dit, qui est exemplaire à beaucoup d'égards sur le plan de l'énergie elle-même, puisqu'on va produire plus d'énergie avec le même nombre d'éoliennes. Je rappelle que c'est des éoliennes qui remplacent d'autres éoliennes avec de nouvelles technologies plus performantes. Il faut savoir que dans le Morbihan, on a 40 parcs d'éoliens, 40 parcs qui fournissent à peu près 450 mégawatts. L'idée évidemment c'est d'en avoir plus, mais l'idée c'est aussi de renouveler les parcs existants pour augmenter leur capacité de production énergétique. Donc ça c'est un volet important. Il n'épuise pas évidemment la question des énergies renouvelables dans le département. On a aussi des beaux projets en matière de photovoltaïque. Grâce à la loi sur l'accélération des énergies renouvelables et au travail des élus, on a recensé un très grand nombre de sites qui pourront accueillir des centrales, des fermes photovoltaïques qui vont accroître notre autonomie énergétique, l'autonomie énergétique du Morbihan et plus globalement de la Bretagne. Je parle évidemment également d'autres sujets, notamment la méthanisation. On a un grand nombre de projets de méthanisation. C'est pas toujours simple d'arriver à les imposer, mais c'est particulièrement utile pour travailler avec les agriculteurs et pour récupérer et faire finalement bonifier tout ce qui en agriculture est habituellement jeté ou n'est pas utilisé. Donc ça c'est aussi, compte tenu que le département est le 3e département agricole français, c'est aussi un champ important. Et enfin, pour revenir sur le sujet des éoliennes, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là, vos organes de presse s'en font l'écho et suivent bien le dossier. On a le dossier AO5, donc je me permets de mesurer l'importance, puisque vous le savez, un lauréat a été désigné, qui fait normalement, qui prévoit de faire 13 éoliennes, et ces 13 éoliennes, à elles seules, feront 250 mégawatts, c'est-à-dire plus de la moitié des 40 parcs aujourd'hui installés. Donc c'est pour montrer la proportion entre les deux, c'est-à-dire il faut continuer l'éolien terrestre et le faire aussi exemplaire qu'ici, mais en même temps les capacités de l'éolien en mer, à partir du moment où c'est faisable, à partir du moment où c'est réalisable technologiquement,
offre des perspectives encore plus importantes de production et de souveraineté énergétique pour la France et pour la Bretagne en particulier. Donc vous voyez, le sujet il est à la fois très localo-local, il faut que on puisse au niveau des communes finalement faire accepter, et ça a été le cas ici, dans de très bonnes conditions, le renouvellement de parcs terrestres ou de nouveaux parcs terrestres. On a de mémoire, sous le contrôle de Yannick Gavel, on doit avoir 5 parcs qui ont été autorisés, on en a 8 à l'instruction, avec éventuellement, c'est pas toujours simple, hein, c'est plus facile de renouveler des parcs existants que d'en faire de nouveaux à terre, hein, mais on en a encore, donc ça c'est une bonne chose. Et puis après, travailler évidemment sur la partie éolien en mer qui a un très fort potentiel évidemment pour la Bretagne et pour l'ensemble, j'allais dire, de nos usages, hein, que ce soit les usages domestiques mais aussi les usages industriels. Donc voilà, un beau dossier au cœur de l'été, et je tenais vraiment à marquer le coup. Il s'agit d'une visite de chantier, aujourd'hui on est en tenue, hein. Il s'agit d'une visite de chantier, c'est pas l'inauguration, on reviendra pour l'inauguration en octobre. Voilà, merci à vous. 40 mètres, non? Ouais, faut 49 mètres, on a un diamètre de rotor de 100 mètres. Ouais, donc il faut Sensiblement inférieur à 50 mètres de longueur. D'accord. Donc la pale au plus haut, on a 140, 145. 145 mètres Ouais, de hauteur. 145 mètres. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Vous voyez, on fait le bord de foot en pâle, vous voyez les pannes acoustiques, on appelle la serration, ça réduit les turbulences et ça permet de réduire le bruit. D'accord. On les voit. C'est un très bon exemple de biomimétisme. Ça a été inspiré donc des ailes des rapaces, donc avec les plumes qui s'écartent pour limiter le bruit et donc que ces oiseaux ne soient pas détectés par leur proie. Et donc ça a été inspiré du vivant. Et c'est depuis. Du coup, on va juste aller sur la 2 sur le sécu au final.